Le 12 septembre 2003 à 14h37, le plongeur technique Jacques Renaud et son équipe d'explorateurs sous-marins, des vétérans comptant plus de 20 ans d'expérience sur des épaves profondes, ont localisé les restes d'un navire militaire dans les eaux glaciales au large des côtes de la Normandie. L'embarcation reposait à 73 mètres de profondeur, pratiquement intacte, scellée depuis 1944. Mais le véritable problème n'était ni la profondeur extrême, ni les courants traîtres de la mer du Nord. Le problème, c'est que ce navire n'aurait pas dû exister dans les registres officiels. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment ce vaisseau fantôme dissimulait des modifications de combat improvisées qu'aucun document militaire n'a jamais enregistrées et pourquoi sa cargaison, scellée il y a près de 60 ans, a obligé les historiens à réécrire ce que nous pensions savoir sur les opérations navales secrètes de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui a rendu cette découverte extraordinaire, ce n'était pas seulement l'état de conservation du navire, c'était le fait qu'il représentait une énigme historique défiant toute la logique militaire de l'époque. En 1944, le monde était à l'apogée de la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement de Normandie avait eu lieu en juin. Les forces alliées avançaient en Europe occidentale, tandis que les soviétiques repoussaient la Wehrmacht à l'est. Sur le théâtre de l'Atlantique Nord, la bataille de l'Atlantique entrait dans sa phase finale. Les sous-marins allemands, les redoutés U-Boots, représentaient encore une menace dévastatrice pour les routes de ravitaillement alliées, mais le vent tournait. Des technologies de détection améliorées, des attaques aériennes coordonnées et des groupes de chasse anti-sous-marines venaient enfin à bout des loups gris de Dönitz. Dans ce contexte brutal de guerre totale, des milliers de navires ont coulé. Certains au combat direct, d'autres frappés par des torpilles silencieuses venues des profondeurs. Beaucoup ont simplement disparu, leurs équipages déclarés perdus en mer, leur sort transformé en mystère que l'océan garderait à jamais. Mais ce navire était différent. Il n'a pas coulé au combat. Il a été délibérément scellé. Lorsque Renaud et son équipe ont effectué la première plongée de reconnaissance, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient voir. La structure était recouverte de décennies de croissance marine, d'anémones et de bernacles, formant une croûte biologique qui transformait la coque en une partie intégrante de l'écosystème océanique. Mais à travers ce camouflage naturel, les contours de l'embarcation émergeaient avec une clarté surprenante. C'était un cargo militaire de taille moyenne, d'environ 82 mètres de long, au design caractéristique des transports de ravitaillement qui traversaient l'Atlantique Nord pendant la guerre. Les écoutilles principales étaient fermées, pas ouvertes par l'impact d'une torpille, pas brisées par la pression de l'eau lors du naufrage, fermées, scellées de l'intérieur, verrouillées délibérément. On ne réalise pas ce que cela signifie sans comprendre le contexte dans son ensemble. Dans les opérations navales, sceller un navire de cette manière ne se produit que dans des circonstances très spécifiques, lorsque l'équipage sait qu'il va couler et veut protéger quelque chose de précieux, lorsqu'il est nécessaire de préserver des preuves, ou lorsque quelque chose à bord est si sensible, si confidentiel, qu'il ne doit tomber entre de mauvaises mains sous aucun prétexte. La dynamique avait changé. Ce n'était plus simplement l'exploration d'une énième épave de la Seconde Guerre mondiale. C'était la découverte d'un secret délibérément caché au fond de l'océan depuis près de 6 décennies. Renaud avait un avantage crucial. Il n'était pas seulement un plongeur. C'était un historien naval passionné, connu pour sa méticulosité à identifier des épaves que d'autres avaient renoncé à nommer. C'est lui qui avait identifié le U-Boot 869, un sous-marin allemand perdu dont le véritable emplacement était resté inconnu pendant 50 ans. Son approche combinait une recherche historique obsessionnelle avec une expertise technique en plongée. Et il a immédiatement reconnu que ce navire scellé représentait quelque chose d'extraordinaire. L'équipe a commencé l'analyse externe. Ils ont mesuré les dimensions, photographié chaque section accessible, cartographié la structure avec un équipement de sonar à balayage latéral. Et c'est là qu'ils ont remarqué les détails qui n'avaient aucun sens. Il y avait des modifications sur le pont supérieur, des supports de montage soudés qui n'apparaissaient pas sur les plans originaux des cargos de l'époque, des renforts structurels sur les flancs de la coque, le genre de modification que l'on fait quand on doit supporter un poids supplémentaire. Et plus troublant encore, des traces de découpe au chalumeau sur plusieurs sections indiquant que des parties de la structure avaient été retirées et remplacées.
Tout cela avant que le navire ne coule. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un modifierait-il un cargo de cette façon en 1944? La réponse ne se trouvait dans aucune archive navale conventionnelle. Renault a passé des mois à fouiller dans les registres français, britanniques et américains. Il a croisé les listes de navires perdus avec les rapports d'opérations militaires, et il a trouvé des lacunes, des périodes de plusieurs semaines en 1944 où certains navires disparaissaient simplement des registres, comme s'ils avaient été intentionnellement effacés de l'histoire officielle. Mais la véritable révélation n'allait survenir que lorsque l'équipe a enfin réussi à accéder à l'intérieur. Et cela a exigé une préparation extraordinaire. Les plongées à 73 mètres sont techniquement complexes et extrêmement dangereuses. À cette profondeur, la pression est près de 8 fois supérieure à celle du niveau de la mer. L'azote contenu dans l'air comprimé que respirent les plongeurs peut provoquer une narcose, une ivresse des profondeurs qui altère le jugement et peut être fatale. Le temps passé au fond est sévèrement limité. Chaque minute à la profondeur maximale exige plusieurs minutes de décompression contrôlée lors de la remontée. Sinon le plongeur risque l'accident de décompression, cette redoutable maladie des caissons, qui peut paralyser ou tuer. Renault et son équipe ont passé des semaines à planifier. Ils ont calculé des profils de plongée. Ils ont préparé des mélanges gazeux spécifiques, utilisant du trimix, une combinaison d'oxygène, d'hélium et d'azote, qui réduit les risques de narcose et de toxicité de l'oxygène. Ils ont établi des protocoles d'urgence. Et finalement, par une matinée d'octobre où la mer était relativement calme, ils ont tenté d'entrer. La descente a pris 4 minutes. La visibilité était modérée, peut-être 6 mètres. En atteignant le pont du vaisseau fantôme, Renault a ressenti la même montée d'adrénaline qu'à chaque fois dans ces moments-là. L'histoire attendait là, préservée par l'obscurité et le froid. Ils ont localisé l'écoutille principale de chargement. Les charnières étaient corrodées, mais le mécanisme de scellement avait étonnamment bien résisté. Avec des outils de coupe hydraulique spéciaux, ils ont commencé à travailler sur l'ouverture. Il a fallu 3 plongées successives, chacune repoussant les limites du temps au fond, mais ils ont fini par réussir. L'écoutille a cédé, et lorsque Renault a braqué sa puissante lampe torche vers l'intérieur de la cale, il a vu quelque chose qui lui a fait oublier momentanément les risques de la plongée profonde. Des caisses, des dizaines de caisses militaires en bois empilées avec une précision méthodique. Et la plus grande surprise, le compartiment était relativement sec. Des poches d'air emprisonnées par la façon dont le navire avait coulé avaient créé des zones de préservation. Les caisses supérieures présentaient des dégâts des eaux minimes. Mais ce n'était pas seulement la quantité de cargaison qui impressionnait, c'était ce qui était marqué sur les flancs des caisses. Des codes d'identification militaire que Renault a reconnus comme des désignations d'armement. Pas du ravitaillement ordinaire, pas des rations ou des uniformes, de l'armement. Et lorsqu'il a réussi à ouvrir l'une des caisses accessibles, il a trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Des composants de systèmes d'armes qui, officiellement, n'existaient pas en 1944. Des modifications expérimentales de mitrailleuses anti-aériennes, des systèmes de visée optique avancés pour l'époque, et plus troublant encore, des preuves d'improvisation sur le terrain. C'était extraordinaire. L'équipement militaire officiel provenait d'usines, de dépôts centraux, avec une documentation complète. Mais ce que Renault voyait, c'était des modifications artisanales. Quelqu'un, quelque part, avait pris des armes standards et les avait transformées en quelque chose de différent. Soudé de nouveaux supports, modifier des mécanismes d'alimentation, créer des systèmes hybrides combinant des pièces de différentes armes, et puis avait tout scellé dans ce navire. L'implication était claire et troublante. À un moment donné, en 1944, une opération non officielle était en cours. Une opération si sensible que son équipement a dû être caché au fond de l'océan lorsque quelque chose a mal tourné. Et les modifications improvisées suggéraient l'urgence. Il n'y avait pas de temps pour un développement formel, pour des tests adéquats, pour une approbation par les voies officielles. Quelqu'un a eu besoin de ces armes rapidement. Il en a eu tellement besoin qu'il a accepté des solutions artisanales, risquées, non testées. Mais pourquoi? Et pour quelle opération? Les registres historiques de 1944 ne mentionnaient rien qui justifiât un tel niveau de secret. Rien qui exigeât un armement expérimental improvisé transporté par un navire
qui serait ensuite délibérément coulé avec toute sa cargaison encore à bord. Renault savait qu'il était tombé sur quelque chose de plus grand qu'un simple naufrage. Il avait trouvé la preuve physique d'une opération fantôme. Une mission que quelqu'un avait travaillé dur pour effacer des registres. Et la cargaison scellée dans cette cale recelait des modifications qui expliqueraient tout, des systèmes d'armes improvisés que les documents officiels n'avaient jamais enregistrés, une technologie adaptée à la hâte pour une menace que l'histoire a oublié de mentionner. Et c'était là, scellé depuis 8 décennies. Le compartiment de chargement qu'aucun registre officiel n'avait jamais mentionné. Les experts ont retiré les dernières attaches rouillées. Le grincement métallique a résonné dans la structure vide du navire. Lorsque la porte s'est complètement ouverte, la première chose qu'ils ont vue, ce furent des caisses marquées de symboles qui n'avaient aucun sens, des codes qui n'apparaissaient dans aucun manuel militaire de l'époque. Chaque caisse avait des dimensions identiques, du bois naval renforcé, encore intact. Ce qui était à l'intérieur avait été emballé avec une précision chirurgicale, une protection multicouche. Quelqu'un voulait être absolument certain que ce matériel ne pourrait pas être endommagé. La première caisse a été ouverte, et tout a changé. À l'intérieur se trouvaient des composants dont l'histoire officielle affirmait qu'ils n'existaient pas en 1944. Des systèmes de visée modifiés, des munitions adaptées, des dispositifs improvisés qui transformaient des armes conventionnelles en quelque chose de complètement différent. Ce n'étaient pas des prototypes d'usine, c'étaient des créations de terrain, des modifications faites à bord avec les matériaux disponibles, sous une pression extrême. Et chaque pièce portait des marques d'utilisation réelles, des rayures de combat, de l'usure opérationnelle, des tâches qui racontèrent des histoires que personne n'avait consignées. L'équipe d'investigation a commencé à cataloguer. Ce qu'ils ont trouvé remettait en question des décennies de connaissances établies sur les capacités navales de 1944. Premièrement, des systèmes de tir rapide improvisés. Quelqu'un avait modifié des mitrailleuses conventionnelles pour atteindre des cadences de tir que les manuels officiels jugeaient impossibles avec cette technologie. Le mécanisme était ingénieux, simple, d'une efficacité brutale. Ils ont utilisé des ressorts de suspension navale, des barres d'acier trempées récupérées sur d'autres équipements. La détente a été entièrement redessinée. Au lieu du système standard, ils ont créé un mécanisme de libération continue qui réduisait le temps entre les tirs de 40%. 40%. En combat naval, cette différence n'est pas statistique, c'est la frontière entre couler et survivre. Deuxièmement, des munitions modifiées pour une pénétration accrue. Les balles conventionnelles de 1944 avaient des limites connues contre les blindages navals modernes. Quelqu'un à bord a trouvé la solution. Des noyaux en acier durci extraits de composants structurels du navire lui-même, fondus à très haute température avec un équipement de maintenance adapté, moulés en projectiles dont les tests ultérieurs ont montré une capacité de pénétration 60% supérieure à la norme militaire. 60%. Avec des matériaux qui, officiellement, ne devraient même pas être disponibles sur un navire de ce type. Troisièmement, des dispositifs de visée nocturne improvisés. La technologie optique de 1944 était primitive comparée aux normes modernes. Le combat de nuit signifiait tirer pratiquement à l'aveugle, mais les ingénieurs à bord ont créé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont utilisé des lentilles d'instruments de navigation. Ils les ont combinées avec des éclats de miroirs positionnés selon des angles calculés manuellement. Le résultat était un système rudimentaire, certes, mais fonctionnel. Il permettait l'identification de cibles à des distances qui ne devraient pas être possibles avec cette technologie. Les registres de test ont montré une efficacité de 23% dans des conditions de visibilité nulle. Cela ne semble pas beaucoup. Jusqu'à ce que vous réalisiez que l'alternative était 0% de chance. 23% de chance contre une mort certaine. Le calcul était simple. Chaque modification avait un point commun. Ce n'étaient pas des expériences théoriques. C'étaient des solutions pratiques à des problèmes immédiats, créées sous le feu, testées en combat réel, perfectionnées entre les batailles, et chaque pièce portait des initiales, gravées dans le métal, des codes d'identification que les enquêteurs ont commencé à croiser avec les registres de l'équipage. Les noms ont commencé à émerger. Sergent technicien Pierre Leclerc, spécialiste en armement qui avait servi sur 3 navires différents avant celui-ci.
Ces rapports officiels étaient standards. Maintenance de routine. Rien d'exceptionnel. Mais ces initiales figuraient sur 17 pièces différentes de la cargaison, 17 modifications documentées uniquement par le code gravé dans le métal. Maître ingénieur Jean-Baptiste Moreau, transféré des sous-marins en 1943 après une blessure au combat. Les dossiers médicaux montraient une capacité limitée pour le service actif. Mais son code était là, sur des systèmes optiques, sur des mécanismes de tir, sur des munitions modifiées. Un homme officiellement considéré comme inapte, créant certaines des innovations tactiques les plus avancées de l'époque. Chef artilleur Mathieu Dubois, à peine 22 ans. 3 mois de service actif avant d'être affecté à ce navire, inexpérimenté selon les normes officielles. Mais 16 modifications différentes portaient ses initiales. 16 solutions créées par quelqu'un qui, théoriquement, apprenait encore les bases. La dynamique avait complètement changé. Il ne s'agissait plus de découvrir du matériel perdu. Il s'agissait de comprendre un niveau d'innovation tactique qui avait été complètement effacé des archives historiques. Pourquoi? Pourquoi des membres d'équipage ordinaires créaient-ils des modifications aussi avancées? Pourquoi ces innovations ne sont-elles jamais apparues dans les rapports officiels? Pourquoi tout scellé dans un compartiment secret? Les réponses ont commencé à apparaître lorsque l'équipe a examiné les documents accompagnant la cargaison. Des ordres écrits à la main, pas dactylographiés comme c'était la norme militaire. Écrits dans un code simple que n'importe quel membre de l'équipage comprendrait, mais qui serait incompréhensible pour des observateurs extérieurs. Ressources allouées selon les besoins opérationnels. Modifications approuvées pour une efficacité accrue. Mise en œuvre immédiate autorisée sous le protocole tactique 63. Protocole tactique 63. Aucun manuel militaire de 1944 ne mentionne ce protocole. Aucun registre officiel ne reconnaît son existence. Mais il était là, documenté des dizaines de fois. Une autorisation de faire tout ce qui était nécessaire. Une autorisation non officielle. Une permission tacite de briser toutes les règles. Parce que lorsque vous êtes en combat réel, les manuels officiels ne sauvent pas de vie. L'innovation sauve. L'adaptation sauve. Faire tout ce qu'il faut avec les moyens disponibles sauve. Et c'est exactement ce que cet équipage avait fait. Les enquêteurs ont commencé à trouver des preuves d'utilisation au combat. Des marques de brûlure compatibles avec des tirs répétés. L'usure de composants qui ne se produit que sous un stress opérationnel extrême. Des réparations de terrain effectuées dans l'urgence. Ces armes n'étaient pas restées stockées. Elles ont été utilisées intensément. L'un des systèmes de tir rapide montrait des signes de plus de 5000 cycles de fonctionnement. 5000 tirs avec une modification improvisée. Et il était encore fonctionnel lorsqu'il a été scellé. Les munitions à pénétration accrue avaient des taux de récupération indiquant une utilisation intensive, des dizaines de combats, des centaines de cibles. Une efficacité que les données ultérieures ont confirmé être bien supérieure aux capacités officielles de l'époque. Les dispositifs optiques montraient des ajustements manuels faits et refaits, des calibrages précis, des adaptations à différentes conditions. Quelqu'un avait utilisé ces systèmes à maintes reprises, perfectionnant, apprenant, améliorant. Et ça a fonctionné. Les preuves étaient indéniables. Ces modifications improvisées surpassaient l'équipement officiel sur presque tous les aspects mesurables. Plus rapide, plus précis, plus mortel. Le tout créé par de simples membres d'équipage avec des matériaux de récupération et par nécessité absolue. Mais il y avait autre chose, quelque chose que l'équipe d'investigation n'avait pas encore trouvé. Parmi les caisses cataloguées, l'une d'elles restait scellée différemment. Triple soudure, renfort structurel allant au-delà de la protection nécessaire et un marquage rouge délavé encore lisible après 8 décennies. Priorité maximale, classification spéciale, ne pas ouvrir sans autorisation directe. Autorisation de qui? De quel niveau? Pour protéger quoi? L'équipe s'est préparée à ouvrir la dernière caisse. Les outils de découpe ont été mis en place. Les systèmes de documentation activés. Tous savaient que ce qu'ils étaient sur le point de découvrir était différent de tout ce qu'ils avaient trouvé jusqu'à présent. Parce qu'on ne scelle pas quelque chose avec un tel niveau de sécurité, à moins que ce ne soit absolument critique. On ne marque pas classification spéciale si le contenu n'est pas extraordinaire. Et quand les soudures ont finalement cédé,
quand le couvercle a été retiré, quand le contenu a été exposé pour la première fois en 80 ans. Au milieu de la cargaison scellée, une modification se démarquait. Un système si efficace qu'il avait été délibérément caché à l'histoire, si avancé que son existence même défiait tout ce que nous savions sur les capacités technologiques de 1944. Si dangereux que quelqu'un a décidé que le monde ne devait pas savoir. Pas encore. Mais la modification la plus extraordinaire restait à venir, et celle-ci allait changer complètement notre compréhension de la guerre sous-marine de 1944. Cachés dans le compartiment des torpilles, recouverts par des décennies de rouille et d'eau salée, les enquêteurs ont trouvé quelque chose qu'ils ont d'abord pris pour des débris. Mais en nettoyant soigneusement les couches de corrosion, ils ont révélé un système qu'aucun manuel militaire de l'époque ne documentait. Un système que les constructeurs allemands eux-mêmes n'avaient jamais imaginé. L'équipage avait transformé l'un des tubes lance-torpilles en un conduit de ventilation sous-marin improvisé. On ne parle pas d'un simple trou ou d'un tuyau. On parle d'un système complet avec des valves de pression adaptées, des filtres improvisés, faits de mailles métalliques de récupération, et un mécanisme d'activation permettant d'ouvrir et de fermer le canal même à profondeur modérée. Tout cela en n'utilisant que des outils de base et des matériaux disponibles à bord. Pour comprendre le génie de la chose, il faut saisir le problème fondamental des sous-marins en 1944. Une fois immergés, ils dépendaient entièrement de batteries électriques. Ces batteries avaient une autonomie limitée et devaient être rechargées par les moteurs diesel. Mais les moteurs diesel ont besoin d'air, de beaucoup d'air. C'est pourquoi les U-Boots étaient forcés de faire surface régulièrement, devenant des cibles vulnérables pour les avions de patrouille alliés et les navires de guerre français. Le Schnorchel officiel, introduit trop tard dans la guerre par les Allemands, était une solution à ce problème. Mais il nécessitait une fabrication industrielle spécialisée, une installation en chantier naval, et présentait tout de même de graves limitations. Il cassait facilement, il laissait des sillages en surface. Il était vulnérable à la détection radar des Alliés. Ce que cet équipage a créé était fondamentalement différent. En utilisant le tube lance-torpille comme structure de base, ils avaient construit un système permettant d'aspirer l'air de la surface alors que le sous-marin restait complètement immergé à faible profondeur. Les valves improvisées empêchaient l'entrée d'eau. Les filtres réduisaient le bruit. Et le mécanisme d'activation permettait de tout rétracter instantanément en cas de détection d'une menace. Était-ce rudimentaire? Oui. Était-ce dangereux? Absolument. Est-ce que ça violait tous les protocoles de sécurité? Sans aucun doute. Mais ça marchait. Et ça changeait tout. Avec ce système, le U-Boat pouvait recharger ses batteries sans faire surface complètement. Il pouvait prolonger ses patrouilles indéfiniment. Il pouvait opérer dans des eaux hostiles où faire surface signifiait une mort certaine. La dynamique tactique avait complètement changé. Et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante, parce que cette modification n'était pas que théorique. Elle a été testée, utilisée, éprouvée en combat réel, quand les historiens navals ont commencé à croiser cette découverte avec les registres de guerre. Des schémas ont commencé à émerger, des schémas que personne n'avait remarqués avant, parce que personne ne savait quoi chercher. À l'automne 1944, un U-Boot non identifié a opéré pendant 63 jours consécutifs dans l'Atlantique Nord, sans être détecté une seule fois. 63 jours. C'était statistiquement impossible compte tenu des capacités connues des sous-marins allemands de l'époque. Les avions de patrouille alliés balayaient cette zone constamment. Des groupes de chasse franco-britanniques traquaient les mouvements. Pourtant, ce sous-marin fantôme est resté invisible. Les rapports alliés de l'époque mentionnaient des anomalies acoustiques dans cette région, des bruits sous-marins qui ne correspondaient à aucun profil connu. Ce n'était pas biologiquement naturel, ce n'était pas mécaniquement reconnaissable. Ils ont donc été classés comme interférences environnementales et oubliés. Maintenant, nous savons ce que c'était. C'était le son du système improvisé aspirant l'air. Un bruit qui n'existait dans aucune base de données de signature sonore parce qu'aucun ingénieur naval n'avait imaginé qu'une telle chose soit possible. Il y a plus. Les récits des survivants de navires marchands torpillés fin 1944 mentionnaient quelque chose de particulier. Ils juraient que le sous-marin attaquant ne faisait jamais surface, ni avant ni après l'attaque. Il disparaissait simplement dans les profondeurs.
Les interrogateurs de la marine rejetaient ces récits comme de la confusion du combat, du stress post-traumatique. Après tout, les sous-marins devaient finir par faire surface. Tout le monde le savait. Sauf que ce sous-marin n'en avait pas besoin. Pas au sens conventionnel du terme. Des documents soviétiques déclassifiés des décennies plus tard apportent un nouvel éclairage. Un commandant de frégate a rapporté avoir poursuivi un contact sous-marin pendant 18 heures en décembre 1944. Le contact maintenait une profondeur constante, une vitesse modérée, et n'a jamais tenté de faire surface malgré les attaques répétées aux grenades sous-marines. Le commandant en a conclu qu'il devait s'agir d'une baleine ou d'une erreur de sonar. Aucun sous-marin ne pouvait rester submergé aussi longtemps, mais celui-ci le pouvait. Et tous ces fragments de rapports dispersés, tous ces impossibles, toutes ces anomalies, prennent désormais tout leur sens. L'équipage de ce U-boot n'a pas seulement improvisé une solution technique, ils ont réécrit les règles de la guerre sous-marine. Temporairement peut-être, localement certainement, mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec rien d'autre que des outils de base, un savoir-faire pratique et un désespoir créatif. Pensez au contexte historique global. 1944. La marine militaire allemande se faisait détruire systématiquement par les Alliés. Chaque patrouille était potentiellement un arrêt de mort. Le taux de perte des équipages de U-boot atteignait 75%. 3 hommes sur 4 qui partaient ne revenaient pas. Ils le savaient. Tout le monde le savait. Et pourtant, au lieu de simplement accepter leur sort, cet équipage a décidé de lutter contre la réalité tactique elle-même. Ils ont décidé que si les manuels disaient que c'était impossible, alors les manuels avaient tort. Ils ont décidé que la nécessité redéfinirait le possible. Il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. Quelque chose qui transcende les nationalités, les idéologies et même la guerre elle-même. C'est l'impulsion fondamentale de résoudre des problèmes, de s'adapter, de survivre grâce à l'intelligence quand la force brute échoue. Ironiquement, cette même qualité qui a maintenu ce sous-marin opérationnel a aussi garanti que son histoire reste cachée. Car lorsque l'équipage a finalement reçu l'ordre d'autodestruction, en mai 1945, face à la défaite inévitable face aux Alliés, ils ont obéi. Ils ont coulé le navire en eau profonde, scellé tous les compartiments et ont disparu dans l'histoire. Il n'y avait aucune documentation officielle du système qu'ils avaient créé, car il n'était pas autorisé. Il n'y avait pas de rapport technique, car cela violait les protocoles. Et quand la guerre s'est terminée, les quelques-uns qui savaient ont emporté ce savoir avec eux dans des tombes anonymes ou des silences imposés. Jusqu'à maintenant, la découverte de ce vaisseau fantôme ouvre une fenêtre sur une réalité que les livres d'histoire n'ont jamais complètement enregistrée. Cela montre qu'au milieu du chaos industriel de la Seconde Guerre mondiale, de petits groupes d'individus pouvaient encore faire la différence grâce à l'innovation locale. Que l'improvisation sous une pression extrême produisait parfois des solutions que des ingénieurs dans des environnements contrôlés n'auraient jamais conçues. Et cela nous enseigne quelque chose de pertinent encore aujourd'hui. Nous vivons à une époque de systèmes complexes, de protocoles établis, de procédures standardisées. Et cela a de la valeur. Il y a de la sécurité là-dedans. Mais il y a aussi le risque d'oublier que certaines des plus grandes innovations naissent quand quelqu'un, confronté à un problème impossible avec des ressources inadéquates, refuse simplement d'accepter qu'il n'y a pas de solution. Les forces armées modernes étudient ce cas aujourd'hui. Pas pour reproduire le système spécifique, évidemment, mais pour comprendre l'état d'esprit qu'il a créé. Comment cultiver la pensée adaptative? Comment encourager l'innovation responsable, même au sein de hiérarchies rigides? Comment identifier et soutenir ceux qui ont la capacité de voir des solutions là où d'autres ne voient que des limites? Il existe même un terme désormais dans les cercles de doctrine militaire, l'ingénierie de survie, l'art de modifier des systèmes existants sous pression opérationnelle pour créer des capacités émergentes. Ce U-boot fantôme est devenu le cas d'études classiques. Mais au-delà des leçons tactiques et techniques, il y a quelque chose de plus profond ici. Cette histoire nous rappelle que l'histoire enregistrée est toujours incomplète, qu'il y a d'innombrables actes d'ingéniosité, de courage et de créativité humaine qui se produisent dans l'ombre, non documentés, non célébrés, simplement parce qu'ils ont eu lieu au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Combien d'autres vaisseaux fantômes existent? Combien d'autres équipages
ont accompli des choses extraordinaires qui n'ont jamais été consignées? Combien de solutions brillantes ont été perdues parce que ceux qui les ont créées n'ont pas survécu pour les raconter? Combien de fois l'histoire officielle a-t-elle tort simplement parce que personne n'a pensé à chercher dans les endroits improbables? Ce sous-marin a passé 80 ans au fond de l'océan, gardant ses secrets. Il aurait pu y rester pour toujours. Il aurait pu n'être qu'une épave anonyme de plus dans les eaux profondes, mais ce ne fut pas le cas. Il a été trouvé, il a été examiné, et ses histoires ont enfin été mises en lumière. Il y a quelque chose de presque poétique là-dedans, comme si l'océan avait décidé que l'heure était venue de révéler cette histoire, comme si 80 ans étaient suffisants pour que les vieilles inimitiés se dissipent, et que nous puissions voir cet équipage non pas comme des ennemis, mais comme des ingénieurs, comme des résolveurs de problèmes, comme des êtres humains affrontant l'impossible et refusant d'abandonner. La cargaison qu'ils transportaient, les systèmes qu'ils ont modifiés, le voyage qu'ils ont entrepris, tout cela raconte une histoire plus riche et plus complexe que n'importe quel manuel militaire ne pourrait le documenter. C'est une histoire sur ce qui se passe lorsque des gens intelligents sont placés dans des situations désespérées. Parfois, ils cèdent, parfois, ils craquent, mais parfois, juste parfois, ils créent quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, vous savez, vous connaissez le vaisseau fantôme qui a défié la physique même de la guerre sous-marine. Vous connaissez l'équipage qui a réécrit les règles avec des outils de base et une détermination absolue. Vous connaissez les 80 tonnes de mercure qui ont révélé une réalité historique cachée pendant 8 décennies. Si ce voyage dans les profondeurs de l'histoire vous a fasciné, tout autant que les enquêteurs qui ont ouvert cette écoutille pour la première fois en 80 ans, il y a bien plus à explorer. Des histoires de découvertes qui redéfinissent notre compréhension, des mystères qui défient l'explication, des innovations oubliées, en avance sur leur temps. Car au final, c'est ce qui rend l'histoire véritablement vivante. Ce ne sont pas juste des dates et des faits, ce sont des gens réels, affrontant des problèmes réels, trouvant des solutions réelles. Et parfois, ces solutions restent cachées pendant des générations, attendant le moment juste pour émerger et nous apprendre quelque chose de nouveau sur ce dont l'humanité est capable lorsqu'elle en a vraiment besoin. Le vaisseau fantôme de 1944 n'est plus un fantôme. Son histoire a été racontée, ses secrets ont été révélés. Et la leçon demeure aussi claire que l'acier allemand qui brille encore dans ses compartiments préservés. La nécessité est bien la mère de l'invention, mais seulement lorsqu'elle est combinée au courage de défier l'impossible. Et cela ne vieillira jamais. C'est une chose qui reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était en 1944. Une chose qui mérite d'être rappelée, célébrée et transmise.